D'accord, top. Bonjour, c'est avec grande joie que je participe à ces premières journées de l'Association des jeunes cardiologues africains et je voudrais encore témoigner tout mon engouement à soutenir mes confrères. Et je vous remercie aussi pour votre intérêt justement dans le sujet de l'hypertension artérielle et pour l'honneur que vous me faites de présenter la prévention de l'hypertension artérielle, sujet assez atypique et innovateur. Chez le sujet jeune, je me présente, je suis le docteur Ngonga Christian, je suis cardiologue au CHU et maître assistant à la faculté de médecine de l'Université de Caen. Je suis aussi membre des sociétés européennes et internationales de l'hypertension artérielle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Mais il faut d'emblée dire que c'est vrai que nous, les praticiens, nous sommes surtout dans la cure, donc dès que la maladie est là, mais nous avons aussi un volet préventif, que ce soit de masse en santé publique ou même de conseil chez nos patients. Et comme on le dit dans l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, juste un peu comme ça pour taquiner, le top 10 des spécialités où la dépression est la plus élevée, nous avons l'urologie en tête, la médecine d'urgence, est-ce que la cardiologie n'y est pas? Je me demande entre deux cathétérismes ou bien entre deux patients, est-ce qu'on n'est pas classé aussi dedans? Et nous connaissons le rôle de la dépression chronique en tant que facteur de risque cardiovasculaire et peut-être même dans la genèse de l'hypertension associée à l'anxiété. Comme objectif de notre présentation, nous allons d'abord voir quel est le but de prévenir cette hypertension artérielle, c'est ce que nous appelons la prévention primordiale, avant que tout facteur de risque n'ait fait son effet. Puis, regarder un peu la cartographie des facteurs favorisant l'hypertension artérielle et enfin, comment planifier la prévention primordiale de l'hypertension artérielle avec le plan qui est accolé aux objectifs. Déjà, la prévention primordiale, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de la prévention avant même que le facteur de risque n'ait fait surface. Donc, ici, nous venons chez un terrain nu et le temps, c'est souvent chez des sujets jeunes afin qu'ils évitent les comportements qui vont faire émerger donc ces facteurs de risque. Et souvent, on peut aller jusque dans les écoles primaires, par exemple, faire de l'éviction de l'alcool, du tabac, etc. Et ça concerne le plus souvent les maladies chroniques dans le volet de leur prévention. Donc, il s'agit souvent d'éducation de masse, mais aussi d'éducation de personnes particulières en fonction de leur profil patient. Donc, la prévention primordiale se retrouve vraiment en amont de toute maladie et vous voyez, elle vient même avant la prévention primaire qui, elle, a déjà les facteurs de risque qui s'expriment. Donc, la prévention de l'hypertension intervient vraiment en amont. Et l'avantage de cela, c'est toute l'économie dans le budget de la santé, on n'ira plus vers les complications de l'hypertension artérielle, on n'ira plus vers le traitement de l'hypertension artérielle et on va se axer sur la prévention de cette maladie. Il faut rappeler que l'hypertension artérielle en tant que maladie, c'est une maladie chronique, donc l'hypertension artérielle chronique, et qui survient le plus souvent de façon asymptomatique. Dans l'immense majorité des cas, c'est vrai que de temps à autre, on peut avoir les signes de Dieu la foi, notamment des céphalées, des vertiges, acouphènes, fausses veines, parfois de façon anecdotique, hein, une épistaxis qui peut être de grande abondance. Et on connaît les complications de cette maladie via l'athérosclérose, via l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui, je le rappelle encore, est pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque qui est fortement mortelle. Vous savez que chez nous en Afrique, c'est le tiers des patients qui décèdent dès l'apparition des premiers symptômes dans les 3 ans et tributaire de crise cardiaque ou même de mort subite. Et enfin, la fameuse néphroangiosclérose qui est la plus fréquente des anomalies physiopathologiques qui envoient les patients en néphrologie. Il faut dire que l'hypertension artérielle, c'est quand même un gros problème chez nous parce que quand même, on avait en l'an 2000 80 millions et on pense que d'ici l'année prochaine, cela va doubler, ce qui fait quand même que c'est un problème majeur de santé publique, d'autant plus que nous ne sommes que dans des chiffres qui parlent de l'aspect visible de l'iceberg et on sait qu'il y a une grosse sous-détection, donc ce qui rend le problème assez complexe. Et si nous voulons parler de prévention primordiale,
comme vous pouvez le constater, nous avons du travail à faire côté dépistage, côté détection des patients qui sont asymptomatiques. Il faut dire que les hypertendus ne sont pas à la même vitesse euh, de développement de complications ou bien d'événements cardiovasculaires en fonction du risque cardiovasculaire que vous connaissez, qui dépend des chiffres. Vous savez qu'il y a l'auto-entretien de l'hypertension artérielle, donc on ne devient pas grade 3 en un jour, donc les choses se compliquent avec le temps et on associe donc les autres facteurs de risque cardiovasculaire qui, via la dysfonction endothéliale, emmènent vers cette hypertension artérielle qui va devenir permanente. Il faut rappeler que chez le sujet à peau noire, donc myalodème, l'hypertension survient assez tôt quand même. Les sujets sont jeunes, donc c'est une hypertension précoce. Les formes sont sévères, voire très sévères, la fameuse super hypertension décrite depuis 30 à 40 ans par Edmond Bertrand à l'Institut cardiologique d'Abidjan. Les formes résistantes sont fréquentes, ce qui pousse à rechercher plus fréquemment les causes secondaires. L'atteinte rénale, cardiaque et cérébrale sont par ordre d'apparition celles que j'ai données. Les désordres hypertensifs sur grossesse sont plus fréquents chez le sujet de race noire et la prééclampsie en particulier, d'où la notion de prévention avec l'aspirine. Et on pense que les inhibiteurs classiques et les diurétiques abaissent mieux la pression artérielle chez les sujets noirs que les autres. Mais il faut se rappeler que les protecteurs d'organes restent les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Si on prend le pays où je vis, le Cameroun, entre 50 et un peu moins de 70 ans, à elle seule, l'hypertension artérielle est responsable des 2 tiers des maladies ischémiques cardiaques, des AVC ischémiques ou hémorragiques, et enfin de la maladie rénale chronique. Cela vous montre toute la gravité et le poids économique de cette maladie. Et pourtant, la baisse de la pression artérielle est démontrée par des médicaments, que ce soit dans la cardiopathie ischémique, l'AVC, l'insuffisance cardiaque ou toute cause de mortalité, ou même tout événement cardiovasculaire confondu, autour de 20% dès qu'on descend de 10 mm de mercure. Donc, vous voyez l'importance des médicaments qui ont déjà fait leur preuve. On parle du top 5 des médicaments, mais comme vous le savez, beaucoup de choses vont enfreindre l'observance thérapeutique, l'oubli, le coût de la maladie, les effets secondaires, en particulier chez l'homme, la dysfonction érectile, et le fait de bien se sentir, ou encore chez nous, comme vous pouvez l'imaginer, les idées reçues. Et ce qui fait que finalement, même quand on va dans la masse de la population faire un dépistage, on n'obtient qu'un faible pourcentage de contrôle, ce qui rend la maladie encore grave. Et ce qui centre le débat de notre présentation, puisque finalement, si on a une prévalence démontrée au sud du Sahara, par exemple, autour de 35% à l'âge de 40 ans, et qu'elle monte, qu'elle flambe à 90% à 55 ans, où se situe notre attitude? Faut-il traiter l'hypertension artérielle et ses complications avec l'assurance qu'on n'aura pas le coût financier qui pourrait résoudre le problème, ou alors faut-il axer sur la prévention primordiale, c'est-à-dire la prévention chez le sujet jeune de l'hypertension artérielle, qui, à mon avis, c'est le feu vert, coûte nettement moins cher. Alors, on revient encore sur cette diapositive où on met les stades de la maladie progressivement et on sait que quand la maladie n'est pas là, au niveau primordial, c'est une population qui ne se sait pas susceptible d'avoir une maladie, même si parfois dans la famille il y a des antécédents. Et ici, il faut réduire le risque d'avoir donc ces déterminants des facteurs et c'est souvent au niveau éducationnel, au niveau du changement de comportement et au niveau de l'éducation des masses. Mais cela peut aussi concerner la prévention primaire dans des populations particulières, notamment chez les sujets non dippers ou alors chez les sujets chez qui on va aller rechercher une hypertension artérielle masquée. On sait que chez le sujet noir, on peut faire de l'hypertension masquée, notamment nocturne. Chez les diabétiques, chez les sujets obèses, je rappelle que le Cameroun est le premier africain en matière d'obésité. Chez un peu pire, ceux qui ont un syndrome apnée obstructive du sommeil, apnée hypopnée obstructive du sommeil, et enfin ceux qui ont une maladie rénale chronique. Je rappelle que la maladie rénale chronique est la complication la plus fréquente de l'hypertension artérielle. Donc, c'est cette population-là qu'il faut aussi envisager en dehors de la prévention primordiale, la prévention primaire. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle? J'aime bien cette diapositive empruntée de mon maître, le professeur Kano Sénégal, où on voit cette famille obèse, mais le chat aussi est obèse, c'est-à-dire que l'environnement, puisque ce chat n'a pas la même génétique
que toute la famille. Si le chat est obèse, ça veut dire qu'il n'y a pas que la génétique, il y a aussi l'environnement. Donc, pourquoi devient-on hypertendu? Ce n'est pas à cause d'un seul facteur, mais à cause des mécanismes complexes qui s'intriquent entre eux. Et finalement, c'est la conjonction des facteurs qui va donner la survenue de l'affection. En sachant que dans un vaisseau artériel, il y a la fameuse loi de Poiseuille, on ne va pas revenir dessus, qui est en fait une sorte de conflit entre le contenu qui est le sang sous pression et la réaction du vaisseau qui peut moduler la pression sanguine. Et donc, les éléments physiopathologiques qui sont connus depuis longtemps, il y en a des centaines, mais les principaux sont les facteurs nerveux avec la balance sympathico-vagale en la faveur du sympathique pour remonter la pression artérielle. Les facteurs humoraux, l'angiotensine, l'aldostérone, il y en a d'autres tels que l'endothéline, etc. Le sel, on sait que le sujet de race noire a une tendance à retenir le sel, donc c'est une hypertension volodépendante. Le rein, avec l'hyponéphronie qui peut engendrer l'hypertension artérielle. Et enfin, la génétique, on sait que quand on a des antécédents familiaux, on est plus exposé, et ceci à cause des facteurs génétiques. Et finalement, pour aboutir à cette formule de Poiseuille qui fait augmenter la pression artérielle via le débit cardiaque qui augmente, via les résistances périphériques ou via la volémie qui augmente, on a toute cette panoplie à travers les facteurs que je vous ai cités. Donc, finalement, faire une prévention primordiale veut dire qu'il faudra lutter contre tous ces facteurs, on reviendra dessus plus tard, et même sur la génétique. Vous allez voir qu'on ne peut pas changer les gènes, mais on peut anticiper pour que le gène ne soit pas transmis. Et donc, comme vous le savez aussi, les mécanismes intimes qui gèrent le traitement antihypertenseur se placent sur les différentes branches de cette physiopathologie. Donc, finalement, on peut dire que nous avons d'une part des facteurs génétiques qui comptent quand même pour 30 à 60% avec pas un seul gène, mais c'est polygénétique en fonction de l'histoire familiale ancienne hein, qu'on hérite finalement au bout de plusieurs décennies et siècles et qui affecte le plus souvent le transport du sodium. Et vous comprenez pourquoi le rein est fortement impliqué avec son fameux système rénine-angiotensine et les facteurs environnementaux qui sont vraiment une mosaïque, une pléthore, j'allais dire une constellation de facteurs avec de façon précoce le faible poids de naissance de l'enfant qui condamne l'enfant à avoir un facteur de risque. Je rappelle que certains bêta-bloquants donnent un faible poids de naissance, c'est pour ça que le labétalol est préféré chez la prééclamptique. Et ceci par réduction néphronique. Le, le, le sel, la consommation du sel excessive, on le sait chez le sujet noir, c'est encore plus exposant. Le poids, on sait que le fort poids, plus l'IMC augmente, plus la probabilité de devenir hypertendu l'est, la sédentarité, mais il y a aussi d'autres facteurs environnementaux tels que la consommation de tabac qui rigidifie les artères, la consommation d'alcool qui augmente la pression artérielle et enfin la consommation de drogues telles que la cocaïne qui fait flamber la pression artérielle et de plus en plus nos jeunes prennent ces substances-là. Et donc finalement, tout ceci va augmenter la pression artérielle et il y a le facteur temps qu'il faut aussi considérer parce que les formes d'hypertension artérielle ne sont pas les mêmes en fonction du temps. Donc, la survenue peut être euh, très, très tôt dans la vie. C'est la fameuse hyper, plus que les bêta-bloquants serait intéressant. Vers la quarantaine, l'HTA métabolique avec justement les facteurs que vous connaissez, l'obésité, on a le sucre qui commence à augmenter dans le sang ou encore les fractions du cholestérol. Et puis plus tard, au-delà de 60 ans, l'HTA vasculaire par rigidité, on sait, par remplacement des fibres élastiques par les fibres collagènes au niveau des artères proches du cœur. Et donc, ici, peut-être, ce seront les inhibiteurs calciques. Mais il ne s'agit pas de traitement, c'est juste pour dire que finalement, il y a les facteurs favorisants, mais il y a aussi l'exposition liée au temps qui peut faire survenir la pression artérielle élevée en fonction du temps, avant 40 ans, entre 40 et 60 et au-delà de 60 ans, ce qui nous donne des implications cliniques particulières. On a parlé de l'HTA volodépendante chez le sujet de race noire, chez le sujet cancéreux qui reçoit l'érythropoïétine ou bien le malade rénal, ceux qui ont une activation du système rénine-angiotensine, l'aldostérone, ceux qui ont la triade de Ménard, et enfin, l'hyperplasie homogène, la glucose. Et puis, il faut quand même dire que, puisque nous parlons des sujets jeunes, de prévention chez le sujet jeune, attention, les chiffres peuvent commencer à monter chez le sujet jeune. Et ça, c'est quand même une indication à la recherche de causes secondaires qu'on peut traiter définitivement et donc faire un peu
une éviction de l'hypertension artérielle, notamment quand il y a un grade 2-3 avant 40 ans, ce qui est fréquent chez nous en Afrique, quand il y a une hypocalémie associée, lorsqu'on a des chiffres qui montent trop rapidement, ou bien lorsqu'on a des complications précoces et multiples, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, on a parlé des drogues, corticoïdes, on sait que les maladies des systèmes sont de plus en plus fréquentes, les sprays nasaux qu'on n'utilise plus beaucoup, la réglisse qu'on mettait auparavant dans les bonbons, les anticancéreux, ça on va revenir dans une autre présentation dessus, on sait que beaucoup d'anticancéreux peuvent faire survenir l'hypertension, les antirétroviraux, oui, la contraception, et on peut rechercher donc des signes d'hystéroïdie ou bien ceux de la triade de MENA. Finalement, on sait, on l'a déjà dit, l'expression de l'hypertension artérielle, c'est quand les chiffres montent au-delà de 140 sur 90. Et on a, de façon résumée maintenant, la pathogénie en parlant de la génétique, antécédents familiaux, la race noire, oui, nous sommes plus exposés. Les facteurs environnementaux qui sont épigénétiques, qui vont favoriser l'expression. Donc, régime C, obésité, facteurs de dysfonction endothéliale, on a parlé de la COVID, de l'infection au VIH, de l'infection à l'hépatite C. Et puis la rigidité artérielle, comme on l'a déjà dit, qui survient autour de 60 ans, voire plus. Et donc, ça donne les trois formes dont Xavier Girard a parlé dans son propos il y a 2 décennies. Finalement, avec toutes ces connaissances, comment faire appliquer la prévention primordiale de l'hypertension artérielle? On se situe à ce niveau-là, au niveau éducationnel. Le patient ne présente pas de symptômes, il ne présente pas d'anomalies le plus souvent. Et donc, on a trois considérations. La première, c'est que l'hypertension artérielle, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des hypertensiologues qui peuvent être par ailleurs cardiologues et ou euh, néphrologues, mais c'est aussi l'affaire du médecin généraliste, c'est l'affaire du personnel d'appui, mais c'est avant tout l'affaire de la population tout entière. Et donc, à l'échelle de santé publique, il faut former la population, impliquer les acteurs de santé, c'est vrai, mais aussi la population qu'il faille former sur quels sont les dangers de l'hypertension artérielle, et cela va être le prétexte pour changer les comportements alimentaires et puis prendre les individus de façon particulière et étudier leur profil clinique pour leur expliquer qu'à cause des antécédents, à cause de leur profil génétique ou épigénétique, ils sont exposés. Et donc, on rappelle que la prévention primordiale, c'est vraiment cette attention sur les maladies chroniques où on a de l'intervention à travers l'éducation et les efforts sont mis pour, de façon énergique, sur le changement des habitudes alimentaires au niveau individuel et de masse. Et il faut dire que ici, l'hypertension artérielle, l'obésité ont été les premiers à faire cette expérimentation. Et il faut aller au niveau des parents, des élèves et enseignants au niveau des écoles. Alors, je dois rappeler, avant de terminer mon propos, que quand on parle d'habitudes de vie ou lifestyle factors, on parle vraiment de cette citation de Elliot Justlin, c'est que les gènes ou la génétique, c'est vraiment le fusil ou le canon, mais en fait, ce sont les habitudes de vie qui poussent la gâchette pour, en fait, générer la maladie. Donc, il faut modifier ces habitudes-là. Et comment? Par des campagnes. Il faut aller de façon massive dépister, même si on est en pré-hypertension, déjà alerter les gens. Et puis faire utiliser les médias de masse. On connaît l'Internet, on connaît la télévision, on connaît l'impact de la radio, qui certes est un peu moins que les deux premiers, mais il faut agir de façon abondante pour que ces comportements que vous voyez, manger beaucoup, manger salé, dans les fast-foods ne soit plus. Et je prends cet exemple de cette étude à multifacettes chinoise qui est sortie dans le Lancet l'année dernière, qui montre qu'en formant le personnel dans l'intervention, on réussit certes à contrôler mieux l'hypertension, mais aussi à la prévenir parce que là, on parle aussi de la population de préhypertension. Et s'il y a des moyens à utiliser, c'est d'abord, il faut le dire, une bonne hydratation. Prévenir les infections, on sait que les infections peuvent générer des glomérulonéphrite aiguë et engendrer de l'hypertension artérielle. On sait qu'au niveau de la nutrition, il faut privilégier les feuilles et fruits. On peut manger comme nos ancêtres, hein, qui avaient une espérance de vie souvent assez grande. Et puis, encourager les politiques sanitaires qui découragent le tabac, l'alcoolisme, la drogue telle que la cocaïne, promouvoir l'activité physique de façon régulière, et puis changer
les habitudes de vie, notamment la relation avec le sel. Dit pauvre régime en sel, c'est réduire la pâtisserie, réduire les charcuteries, le cube, les boîtes de conserve et les sodas. Et vous vous rappelez encore de cette photo, l'environnement, on peut le modifier. Activité physique, pas seulement, mais aussi pratiques sportives dédiées, avec des salles de sport parfois dédiées. Et puis, on a encore dit qu'on peut modifier la génétique. Comment? Eh bien, en adoptant des comportements d'ensemble à telle enseigne que si finalement on a un père hyper tendu et que nous, on ne l'est pas, ben, notre enfant aura moins de facteurs de risque que nous. C'est vraiment ça le message. Et puis encore, être plus sévère au niveau du régime chez le sujet de race noire et on peut quand même prévenir la prééclampsie en donnant prématurément au niveau de la grossesse de l'aspirine. Et enfin, il faut encore, on le dit encore, agir dans la prévention au niveau comportemental des maladies qui peuvent faire de la dysfonction endothéliale, notamment l'hépatite C, le VIH et la COVID-19 plus récemment. Et enfin, l'apport en sodium, je veux dire pas en sodium, mais plutôt en potassium et en calcium, sont importants pour la prévention de l'hypertension artérielle. Et je vous remercie pour votre attention en rappelant encore qu'il faut savoir cibler les campagnes et utiliser les médias de masse. Je vous remercie.